introduit en Europe. Avec cette pandémie à but de lissement, nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité que qu'a affirmé le professeur Schwab, le fondateur du Forum économique mondial. Est-ce aussi votre avis? Sommes-nous à un moment de rupture du capitalisme? Vous savez, chaque crise fait sortir du bois tous les gens qui vous disent qu'il faut changer de modèle, il faut changer de modèle, et après, il n'y a plus personne qui s'agit de dire comment on change de modèle. Les règles. Moi, ça fait des années que je parle de la fin du consensus de Washington, on a fait ça le consensus de Paris, à un moment donné, qui a été adopté par le président au World Peace Forum. Mais il faut après aller dans les règles. Dans le consensus de Washington, il y a des petites règles, libéraliser, ouvrir les échanges, baisser la taxation, etc. Là, on n'est pas capable de dire c'est quoi les règles. Et je pense que c'est ça qui va donner corps à ce nouveau capitalisme. Et on va certainement se rendre compte qu'il y a des choses à faire sur la répartition de la valeur ajoutée entre travail et profit, qu'il y a certainement des choses à faire sur le climat, sur le financement des infrastructures critiques, etc. Mais aujourd'hui, c'est des implantations qui ont très peu de corps. Et je pense que ça fait tort à cette envie de changer de modèle que les jeunes nous rappellent au quotidien. Et donc je pense que là, maintenant, il faut se mettre au boulot. C'est bien de dire qu'il faut changer de modèle. Maintenant, asseyons-nous et voyons. Et malheureusement, c'est toujours dans l'urgence de la lutte contre la pandémie, donc on n'a peut-être pas assez de bandes façon de le faire. Mais il va falloir s'y mettre très vite. Et on va peut-être se rendre compte qu'il y a pas tant de choses que ça qui changent. Il y a peut-être certaines choses qui changent beaucoup. Et le reste, on peut garder le capitalisme et pas jeter avec l'eau du bain tout de suite. Comme quoi? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut jeter? Moi, je pense que par exemple, la mondialisation a énormément de bénéfices et qu'il faut arrêter cette course au protectionnisme complètement folle à laquelle on fait face aujourd'hui. La raison pour laquelle la science s'est partagée aussi vite, c'est aussi parce qu'on a une libéralisation des échanges, des idées, des investissements, etc. En revanche, est-ce qu'on peut, notamment dans un pays comme les États-Unis, rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée et des profits? Certainement. Est-ce qu'il y a quelque chose, et là on va parler d'impôts, à faire sur la baisse tendancielle de la fiscalité dans certains pays, le CDE prône pour une taxe, un impôt minimal pour éviter l'optimisation fiscale à outrance? Oui, certainement. Est-ce qu'on doit tous être responsabilisés sur le climat, peu importe l'institution, peu importe si on est public ou privé, et qu'on doit prendre des engagements forts de reporting, d'investissement, de verdissement des bilans, des comptes d'exploitation et des émissions obligataires? Oui, certainement. Et ça, je pense que c'est concret et ça parlerait beaucoup plus aux gens que ce qu'on leur dit qui en ce moment est un peu un boulga en leur disant il faut réformer le capitalisme, etc. Alors que le capitalisme, c'est grâce à lui qu'ils peuvent continuer d'acheter leur nourriture sans payer trop cher et c'est aussi grâce à lui qu'ils peuvent trouver un travail aujourd'hui. Joe Biden, en tout cas, a réintégré les États-Unis dans les accords sur le climat. Le changement climatique peut-il être justement mieux intégré dans l'économie et comment le vit justement? Je crois qu'il y a énormément de choses qui sont passées au cours de la dernière année sur ce sujet, outre le fait que les États-Unis rejoignent l'accord de Paris, parce qu'on s'est rendu compte que les risques systémiques, probabilistes et très sévères, comme dans des Paris, et que le changement climatique, ça a les mêmes caractéristiques. Et donc, je pense que les gens se sont rendus compte que tout ce qu'on avait mis un petit peu à l'amende, oui, on traitera le verre quand on sera dans un choc réglementaire, c'est ce qu'a fait par exemple le monde automobile, eh bien ça nous est revenu en pleine face, on s'est dit là maintenant il faut construire sur de meilleures bases. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut certainement essayer d'inclure le verre dans les politiques budgétaires, monétaires, commerciales, industrielles. Il faut certainement aussi, au niveau des partenariats publics-privés, s'assurer que l'environnement dans lequel on vit a une visibilité. Moi par exemple, je suis étonné, on parlait d'impôts jusqu'à l'instant, qu'on commence en Europe à parler de taxe carbone alors qu'on n'a toujours pas de prix du carbone. Or, si vous donnez aux entreprises un petit peu de visibilité en leur disant bah, écoute, si tu pollues tant, tu vas devoir payer tant, elles vont peut-être s'ajuster d'elles-mêmes. Aujourd'hui, on gère tout à la dernière minute en réglementant. On sait qu'après une crise comme celle-ci, on va certainement connaître un contre-choc réglementaire. On parle d'impôts, si vous voulez, on est dans un mode de politique publique qui gère la décroissance face à la transition énergétique, au lieu d'essayer d'amener des solutions. Alors maintenant, on est un petit peu plus malin sur l'hydrogène, sur la transition énergétique, mais par exemple sur l'agriculture, vous voyez que c'est un sujet qui est beaucoup trop brûlant pour qu'on le pose et qu'on essaie de trouver des sorties vertueuses et qu'on évite d'avoir cette casse, parce que chaque transformation, y compris le verdissement, peut être faite soit de façon très darwiniste, soit en essayant de la rendre la moins délétère possible pour l'inclusion sociale. Alors moi, j'espère qu'on va faire de la seconde façon, mais pour ça, il faut que le secteur privé ait les bonnes incitations. Aujourd'hui, on partage trop le secteur public et le secteur privé. Il y a énormément d'innovation des deux côtés, mais je trouve qu'on ne se parle pas assez. Et c'est
c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faudrait passer les prochaines années pour s'assurer qu'on avance dans la même direction. En fait. Merci beaucoup, Ludovic Subran, économiste en chef d'Alliance. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes. RFI et France 24 vous proposent le grand rendez-vous politique de la semaine. Une personnalité, les grands thèmes qui font l'actualité du moment, des interviews sans concession. Mardi politique, présenté par Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière, à écouter sur RFI et à voir sur France 24 et France24.com. Regardez la météo en compagnie d'un meuble Camif.fr, fabriqué en France. Moi. Oui, Moi. Camif.fr, nos meubles aussi pensent très très fort à demain. Vous avez regardé la météo en compagnie d'un meuble Camif.fr, fabriqué en France. Moi. oui. Moi. Camif.fr, nos meubles aussi pensent très très fort à demain. Un Fox, non féminin. Fausse information, ensemble de procédés contribuant à la désinformation du public. À France 24, notre travail est de vous donner une information de qualité. Notre rigueur, notre indépendance nous permettent de discerner le vrai du faux. Avec Info.tox, apprenez à repérer par vous-même les fausses images sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, dans Contrôle fait, on débusque les fausses nouvelles qui concernent l'Europe. On vérifie, on rectifie. Au quotidien, sur le site d'Info Migrants, nous combattons les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux sur la réalité de la migration. France 24, l'info certifiée. Liberté, égalité, actualité. Chaque semaine, entrez dans les coulisses des batailles économiques. Au cœur de la guerre économique, Ali Laïdi décrypte avec son invité les stratégies commerciales des entreprises et des États. Car tous les coups sont permis. L'entretien de l'intelligence économique, présenté par Ali Laïdi. À voir sur France 24 et sur France24.com. Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 19h, 18h30 à Paris. La ligne de l'actualité, l'Institut Pasteur annonce qu'il arrête le développement de son principal projet de vaccin contre la Covid-19. Les premiers essais ont montré qu'il était moins efficace qu'espéré. Vladimir Poutine démarre être le propriétaire d'une somptueuse résidence, comme l'accuse Alexei Navalny, dont les partisans ont appelé à de nouvelles manifestations à travers le pays dimanche prochain. Enfin, vous verrez dans cette édition le premier épisode de notre série sur la révolution égyptienne 10 ans après. Pain à liberté et justice sociale, c'était le slogan des révolutionnaires de la place Tahrir. Aujourd'hui, un tiers des Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté. L'Institut Pasteur annonce donc qu'il arrête le développement de son principal projet de vaccin contre la Covid-19. Les premiers essais ont montré qu'il était moins efficace qu'espéré. Du coup, le laboratoire américain Merck interrompt le travail développé avec le français. Pasteur poursuit néanmoins ses travaux sur d'autres projets de vaccins qui sont à ce stade préliminaire. Kevin Batista. Nouveau coup dur pour la recherche française. Faute d'efficacité suffisante, l'Institut Pasteur renonce à son principal projet de vaccin anti-Covid. À la suite de résultats intermédiaires d'essais cliniques de phase 1, l'Institut Pasteur arrête le développement de l'un de ses candidats vaccins.
Motif de l'abandon du projet basé sur la technique classique du vaccin, une immunité inférieure à celle des malades guéris naturellement et des résultats moins bons que ceux des vaccins déjà autorisés, Pfizer, BioNTech et Moderna, développés eux selon une nouvelle technique. Quand on voit l'efficacité des vaccins ARN messagers, la question de savoir si l'efficacité est suffisante compte tenu de ces nouveaux vaccins, c'est-à-dire si elle passera la barre de la comparaison avec ces nouveaux vaccins se pose. Maintenant qu'on a eu ces vaccins à base d'ARN messager en moins d'1 an, on passe la barre très haut. L'Institut Pasteur, qui travaillait avec le groupe pharmaceutique américain Merck, annonce qu'il poursuit ses recherches sur 2 autres candidats vaccins encore au stade préliminaire. L'annonce de l'Institut intervient alors qu'un autre fleuron tricolore, Sanofi, a déjà averti son vaccin a pris du retard. Il ne sera pas prêt avant la fin de l'année, en cause des résultats là encore moins bons qu'attendus. De son côté, Merck abandonne un autre projet de vaccin et se retire donc de la course. Israël a débuté samedi une nouvelle étape dans la vaccination contre la Covid-19. Les adolescents sont désormais appelés à se faire vacciner, de quoi soulever la question, faut-il vacciner les plus jeunes en priorité? En réponse avec Marco. Dans les files d'attente en Israël, les jeunes côtoient désormais les plus âgés. Le pays vient de lancer la nouvelle étape de sa campagne de vaccination pour notamment permettre aux adolescents de passer leurs examens. Nous n'avons pas le choix, les vaccins sont déjà là et j'ai les examens finaux dans quelques semaines. Je me sens donc obligée de le faire. Où que j'aille, je ne pourrai pas y avoir accès si je n'ai pas été vaccinée. En Israël, plus de 2,5 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose. En ouvrant la vaccination aux 16-18 ans, les autorités ciblent désormais une catégorie d'âge jugée source de transmission. L'Indonésie, de son côté, a carrément décidé de prioriser les personnes âgées de 18 à 59 ans, population qui représente plus de 90% des habitants. Mais la vaccination anticipée des jeunes est-elle pertinente dans tous les pays? En France, le taux de positivité des 10-19 ans a augmenté de 10% la première semaine de l'année, mais les formes graves restent rares. Ils ne sont pas malades, ou très très peu, c'est exceptionnel. Donc je dirais qu'on a une chance dans cette malchance, hein, c'est qu'au moins les enfants sont préservés, ils peuvent transmettre, ils peuvent être contaminés, ils peuvent rencontrer le virus, mais ils ne vont pas dans les hôpitaux, ils ne meurent pas. La Haute Autorité de Santé indique par ailleurs qu'on ne sait pas si le vaccin empêche de transmettre le virus. Vacciner les plus jeunes dès maintenant pourrait donc s'avérer inefficace. Dans l'actualité, la Turquie dit vouloir régler les problèmes avec la Grèce sur l'exploration d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. Des responsables grecs et turcs se sont réunis à Istanbul pour des contacts exploratoires. On retrouve Ludovic Foucault à Istanbul. Ludovic, bonsoir. Où en sont les discussions? Les tensions vont-elles s'apaiser en Méditerranée orientale? Bonjour Stéphanie, c'est ce que la Turquie espère. Ces discussions exploratoires, 61e session, c'est la première fois depuis 4 ans et demi que les 2 pays reprenaient langue sur ces dossiers. Donc cette discussion pendant 4 ans, a duré 3 heures et demie. La délégation grecque a quitté Istanbul et est revenue à Athènes. Pas d'annonce particulièrement importante, mais on pouvait s'y attendre. Il s'agissait surtout de renouer le dialogue, de renouer le contact, une discussion exploratoire pour établir les bases pour des futures potentielles négociations. Mais c'est quand même plus une opération de communication du point de vue d'Ankara, à en juger par la composition de la délégation turque qui était présente. Il y avait un vice-ministre des Affaires étrangères, des responsables des autorités des frontières maritimes et aériennes, et puis surtout Ibrahim Kalın, qui est le porte-parole de la présidence de la République turque, qui est un très proche conseiller de Recep Tayyip Erdogan. Donc il y a l'importance même que la Turquie accordait à ce 61e round, 61e session de discussion exploratoire avec la Grèce. La Turquie veut montrer qu'elle est toujours attachée au dialogue pour résoudre cette question et fait preuve de bonne volonté avec ces discussions exploratoires. Merci Ludovic. Ludovic de Foucault en direct d'Istanbul. Et puis Vladimir Poutine dément quant à lui être le propriétaire d'une somptueuse résidence, comme l'accuse Alexei Navalny, dont les partisans ont appelé à de nouvelles manifestations à travers le pays dimanche prochain. Cette déclaration du président russe intervient 2 jours après les manifestations organisées pour demander la libération de l'opposant russe. Ces manifestations qui ont réuni plus de 20 000 personnes à Moscou, c'est un record en plusieurs années. On écoute Vladimir Poutine. Les informations concernant le palais font parler d'elle depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, l'opposition y a vu une opportunité à saisir et a décidé d'utiliser cette information pour laver le cerveau des gens
et manipulés en ne montrant que certaines images. La révolution égyptienne vous en rappelle sur notre télé la semaine à l'occasion de l'anniversaire du début des manifestations qui ont entraîné la chute d'Hosni Moubarak en 2011. Paix, liberté et justice sociale, c'était le slogan des révolutionnaires. Aujourd'hui, selon les chiffres officiels, 32% des Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté. Dans les quartiers populaires du Caire, c'est la débrouille. Reportage au Caire d'Edouard Dropsy et de Claire Villot. Rituel matinal pour Mina. Comme tous les jours, ce jeune père de famille part acheter le petit déjeuner pour ses enfants de 3 et 6 ans. Mais désormais, il doit faire attention à ses dépenses. Avant, je réussissais à économiser, mais aujourd'hui, la vie devient de plus en plus chère. J'ai juste de quoi subvenir à mes besoins. Confronté à une crise économique après la révolution de 2011, l'Égypte a dû multiplier les plans d'austérité pour obtenir du FMI un prêt de 12 milliards d'euros. Conséquence, l'inflation a dépassé le cap de 30% en 2017, avec son salaire de 200 € par mois. Nina a de plus en plus de mal à payer toutes ses charges. Le coût de la vie a augmenté. Pour tout l'immeuble, on doit payer 50 ou 100 € en eau et électricité. Où est le gouvernement? Ce n'est pas juste. Comme beaucoup d'habitants de ce quartier populaire, Mina se consacre à l'élevage de pigeons en parallèle de son travail de chiffonnier. Avec la certitude de pouvoir compter sur ses oiseaux en cas de coup dur. Élever des pigeons, c'est assez facile. Même avec moins d'un centime, je peux les nourrir. Je les achète quand ils sont petits, et je les fais grossir, et ensuite je les revends. Une paupérisation de la classe moyenne qui inquiète dans un pays où un tiers des habitants vit déjà sous le seuil de pauvreté. En Inde, depuis des mois, les paysans manifestent, bloquent les routes et expriment leur colère. Dans leur viseur, 3 projets de loi qui visent à libéraliser la commercialisation de leurs produits. On s'attend demain à une grande manifestation à New Delhi. Correspondance, Alban Alvarez à New Delhi. Il y aura donc 2 défilés demain dans la capitale indienne. Le premier, c'est celui du Republic Day, le jour de la République, qui est célébré chaque 26 janvier. C'est l'une des plus importantes fêtes nationales dans le pays. C'est un défilé militaire auquel assistera bien entendu le Premier ministre Narendra Modi. Puis il y a un second, comme vous l'avez dit, beaucoup plus symbolique celui-ci. C'est celui des agriculteurs en colère contre le gouvernement et la réforme du système agraire. Les syndicats réclament depuis des mois le retrait des lois qui visent à libéraliser les marchés agricoles et cette autorisation donnée par la police aux fermiers de manifester en tracteur sur le périphérique et bien de Delhi peut surprendre car comparé à d'autres mouvements sociaux, la stratégie adoptée par les autorités est bien différente. L'an dernier, par exemple, les manifestations contre la loi sur la citoyenneté étaient sonnées par une violente répression et des dizaines d'opposants à la loi ont été placés en détention. Cette fois, face au monde paysan, le gouvernement semble pouvoir négocier. Il faut dire que l'agriculture en Inde fait vivre plus de la moitié de la population du pays. Je pense que l'importante base électorale ne surtout pas se mettre à dos. Il y a déjà eu 11 tours de table, 11 tentatives de négociation entre les syndicats et le gouvernement. Toutes ont échoué, même la proposition du gouvernement de suspendre temporairement ces lois ont été rejetées par les agriculteurs. Ils ne veulent qu'une chose, le retrait pur et simple de ces lois et ils comptent bien sur la manifestation de demain qui s'annonce d'ores et déjà historique pour se faire entendre à nous. Journal Éco avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Sur ces paniques, l'épidémie de Covid est hautement toxique pour l'emploi. L'Organisation internationale du travail, une agence de l'ONU, a fait les comptes. Effectivement, la crise est tout simplement qualifiée comme la plus grave du monde depuis les années 30. Depuis la grande dépression des années 30, c'est le directeur de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, qui le dit. Il détaille ses propos avec des chiffres. En 2020, le monde a perdu 8,8% des heures de travail si on compare à l'année 2019. Alors, ça veut dire quoi, 8,8%? Eh bien, ce serait l'équivalent de 255 millions d'emplois. Écoutez le directeur de l'OIT. As a consequence of all of this, there have been massive losses in global labour market income, equivalent, and this is before income support, equivalent to $3.7 trillion US. That means 4.4% of global gross domestic product. An extraordinary figure. millions de morts et Oxfam dénonce les inégalités aujourd'hui dans un rapport. Oui,
un rapport sur les inégalités que l'organisation gouvernementale fait en fait chaque année, mais qui prend un relief, on va dire, particulier en 2021 avec ces chiffres extraordinaires dont on vient de parler. Oxfam aussi a fait ses calculs et selon elle, eh bien, les méga riches ont déjà retrouvé leur aisance d'avant la pandémie, alors qu'il faudra 10 ans aux plus modestes pour en faire autant. Les inégalités, la relance, la transition économique, ce sont tous ces thèmes qui vont tenir le haut du pavé, en fait, au Davos Agenda, puisque c'est le nom qui a été donné cette année en forme 100% virtuel en attendant le vrai au mois de mai. Précision avec Axel May. Une année cruciale pour combattre la concurrence, c'est le thème central de ce 51e Forum économique de Davos, le premier à se tenir uniquement en visioconférence en raison, bien entendu, de la pandémie. Reconstruire une économie mondiale qui continue à subir la crise sanitaire, certes, mais pas non plus à n'importe quel prix. But we have to do so in a way that our economy and our society will be more resilient, more inclusive, and more sustainable. Le monde de Davos n'en symbolise pas moins pour ses détracteurs la toute-puissance de l'argent. Surtout que les inégalités continuent à s'accroître. Oxfam dénonce même le virus des inégalités et dans son rapport annuel publié au moment du Forum économique mondial, l'ONG qui lutte contre la pauvreté fait un constat, les 1000 plus riches du monde ont retrouvé leur fortune d'avant la pandémie en un temps record, alors que des centaines de millions de personnes ont basculé dans la pauvreté. Oxfam propose donc notamment de taxer davantage les plus riches. Sur ce point, juste pour vous dire qu'il y a certains pays qui ont déjà pris des mesures dans ce sens, notamment l'Argentine et la Bolivie qui ont mis en place un impôt exceptionnel sur la fortune pour payer la facture du corona. Il y a les mêmes discussions qui existent en Espagne, au Royaume-Uni. Il faut voir ce que fera l'administration Biden. Donc, il y a un mouvement de certains pays qui disent OK, il faut qu'on revoie notre modèle économique. Au Forum de Davos, les intervenants insisteront donc sur la lutte contre les inégalités, mais aussi sur les problématiques environnementales qui menacent toujours davantage l'avenir de la planète, avec le risque que tout cela ne reste que de la rhétorique. Emmanuel Macron garde le cap des réformes. Myriam, il l'a dit à une centaine de personnes étrangères aujourd'hui, dans un discours en visioconférence, c'est très tendance en ce moment, à l'occasion de l'événement Choose France, qui est donc destiné à attirer les investisseurs étrangers jusque dans l'Hexagone. Alors, pas question de rétablir l'impôt sur la fortune, pas question d'arrêter les baisses des impôts sur les sociétés. Emmanuel Macron revendique sa politique pro-business, pandémie ou pas. Et selon le président de la République, la France est restée très attractive en 2020, plus que le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Ce sont les marchés. Alors, quelle couleur? Du rouge, Stéphanie, du rouge, parce que c'est l'inquiétude notamment en Europe, avec l'aggravation de la pandémie, des restrictions sanitaires qui se multiplient sur le continent européen. Vous voyez que Paris a terminé sur une baisse de 1,57%, moins 66% à Francfort pour le DAX, moins 0,84% pour FTSE à Londres. À Milan, le MIB recule de 1,60%. Et puis à Wall Street, on est en pleine séance, en début de séance même. C'était un peu plus hésitant au tout début de la séance. Vous voyez que là, c'est du rouge. Dow Jones, moins 0,75% pour le moment. S&P 500, moins 0,46%. Nasdaq, moins 0,28%. Et aujourd'hui, avec Florence Parly d'abord, qui signe un contrat de 2,5 milliards d'euros. La ministre française de la Défense est à Athènes pour paraphrer la vente de 18 avions Rafale. La Grèce a décidé de s'équiper sur fond de bras de fer gazier avec la Turquie. C'est la première fois que le chasseur français est vendu à un pays européen. En France, la réforme du chômage attendra des jours meilleurs. Déclaration des syndicats après leur entrevue avec la ministre du Travail. Le durcissement de l'accès aux allocations avait été reporté à avril. Le gouvernement le lie désormais à l'amélioration, je cite, du marché de l'emploi. Et puis c'est une première en 37 ans. La célèbre marque de bière américaine Budweiser ne diffusera pas de pub pendant le Super Bowl, la finale du championnat de football américain. La firme a décidé de consacrer cet argent au financement des vaccins et à l'information sur l'épidémie de Covid. Merci Myriam, on passe ce soir avec Benoît Perrochet. Bonsoir Benoît. Bonsoir Stéphanie, bonsoir. 21e journée de Ligue 1, Lyon confirme son statut de candidat au titre. Après avoir signé la plus large victoire hier soir de sa saison, c'était donc hier face à Saint-Etienne, l'OL qui a surclassé les Verts. C'était le 122e derby entre les deux clubs rivaux et désormais ce sont les Lyonnais qui mènent
dans ces confrontations pour la première fois depuis 1956, 45 victoires à 44, 33 résultats nuls. Large victoire donc 5-0 avec un doublé du Zimbabwéen Tino Kadewere, un but de Marcelo, un autre de Depay. Les Lyonnais qui restent au contact à ce moment 2 points du PSG, toujours leader, du LOSC compte le même nombre de points que le club parisien. Pour les Stéphanois décimés par les cas de Covid-19 dans l'effectif, la situation est toujours compliquée avec une victoire sur les 18 dernières rencontres, 16e place au championnat avec seulement 4 points d'avance sur le barragiste Dijon qui compte un match en moins. Et Chelsea qui s'est séparé de son entraîneur aujourd'hui. Mais chez les Blues, on ne s'embarrasse pas vraiment de sentiments, même avec les anciennes gloires du club. Frank Lampard, limogé aujourd'hui, vu qu'il avait porté les couleurs de Chelsea pendant 13 saisons, ne sera resté qu'un an et demi sur le banc des Blues. Ce sont surtout ses résultats en Première Ligue qui ont plombé son bilan cette saison. L'an dernier, le club avait terminé 4e du championnat. Cet été, le richissime propriétaire Roman Abramovich a sorti le carnet tchèque, 240 millions d'euros sur le marché pour retrouver les premiers rôles en Première Ligue. Pour constater qu'à mi-saison, le pari n'a pas été réussi. Chelsea n'est que 9e du championnat, 11 points de retard sur le leader Manchester United et 5 sur Liverpool, 4e et dernier qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. La Ligue des Champions, justement, prochaine échéance importante pour le club londonien. Le 23 février, ils affronteront ces londoniens, les Blues, l'Atlético Madrid pour un 8e de finale. Allez, alors qui pour entraîner désormais les Blues et pour cette prochaine échéance justement Ligue des Champions, pourquoi pas cet homme-là qui connaît bien en France, Thomas Tuchel, limogé par le Paris Saint-Germain lors de la trêve hivernale, peu avant les faits, le technicien de 47 ans qui est libre de tout engagement depuis son départ de Paris. Ok, nouveau défi pour Jensen Button. Le champion du monde de Formule 1 2009 qui a récemment annoncé qu'il intégrerait la saison prochaine et qui aurait Williams en tant que conseiller, mais son actualité du jour, c'est son retour derrière un volant. Il va rejoindre le championnat Extreme E, dont la première édition se dispute cette année. Le Britannique est âgé de 41 ans, il mènera sa propre équipe et c'est également pilote. Ce championnat qui a été créé par Alejandro Agag, celui qui avait lancé il y a quelques années le championnat du monde de monoplace électrique, avec notamment un grand prix dans les rues de Paris. Ce nouveau championnat, lui, ne vise pas le cœur des villes, bien au contraire, plutôt des contrées lointaines dans des écosystèmes fragilisés, comme les forêts amazoniennes, la terre de feu, les déserts sénégalais et saoudiens, le Groenland, autres pilotes de renom engagés dans ce championnat, le français Sébastien Loeb ou encore Carlos Sainz, la première course qui est prévue les 3 et 4 avril en Arabie Saoudite. Donc la suspense totale à 2 jours de l'arrivée du Vendée Globe. Mais de mémoire de marin, jamais une arrivée du Vendée Globe n'avait été aussi indécise en autant de bateaux. Ils sont au moins 5 à 48 heures de l'arrivée au Sable d'Olonne, à pouvoir prétendre encore à la victoire. Hors de question pour ces skippers de lever le pied dans ce sprint final après pourtant 78 jours de mer déjà. À l'horizon, les Sables d'Olonne. Et dans ce sprint final, malgré les apparences, le suspense reste total. Au 79e jour de course, impossible de prédire qui sera le prochain vainqueur du Vendée Globe. 5 skippers peuvent prétendre à la victoire. Sur cette carte, voici les dernières positions. Charlie Dalin pointe en tête, devant Louis Burton. Ces deux-là sont bord à bord, à 1400 km de l'arrivée. Je m'entends approcher, il y a une grosse bascule à venir dans les prochaines heures. Tout va bien, on voit pas mal de bateaux, etc. Dans cette course, tous les calculs sont précaires. Les leaders du jour ne seront pas forcément les vainqueurs à l'arrivée. Car derrière eux en embuscade, Boris Herman, actuel 3e, et Yannick Bestaven, que l'on voit ici, 5e, vont bénéficier de bonifications en temps. Il y a un mois, ils s'étaient dérobés pour participer au sauvetage de Kevin Escoffier. Dans les 5 premières places, ça passe à quelques heures près, c'est ça. Donc voilà, on peut tenter des choses, c'est le qui vont tenter des coups. Loin, très loin de ce suspense, certains sont encore dans un autre monde. Juste à la sortie du Pacifique, Alexia Barrier, avant-dernière de l'épreuve, passe le Cap Horn avec beaucoup d'émotion. Et au Sable d'Olonne,
Les premiers skippers sont attendus entre mercredi et jeudi. Et vous y serez, Benoît, ça Et on ne sera pas nombreux parce que ce sera huis clos. Donc les journalistes y seront et vous en tout cas. Merci Benoît. Place au focus. Face au virus, le monde se barricade. Joe Biden rétablit la fermeture des frontières. Israël suspend les vols internationaux jusqu'à la fin du mois. Ça ne va pas arranger les affaires du secteur aérien. Comme les avions, les pilotes sont cloués au sol. Les plus jeunes ont pourtant besoin d'heures de vol pour rester sur le marché de l'emploi. Signé un focus de Julien Bigard et de Olivier Palomino. Dans leur uniforme, ils étaient les rois du ciel. Un métier d'avenir, la promesse d'atteindre le firmament. Et puis un jour, une pandémie, des avions cloués au sol, et de jeunes pilotes soudainement déshabillés de leurs espoirs. Un brutal retour sur Terre pour des milliers de contrats précaires et l'apparition du chômage. En première ligne, les plus jeunes qui courent après les 1500 heures de vol, synonyme de la plus haute qualification. Un copilote français a par exemple accepté un contrat d'auto-entrepreneur dans une compagnie low cost d'Europe de l'Est. Par téléphone, il nous donne son salaire, 300 € pour ce mois. Un pilote qui ne vole plus, c'est un pilote à qui on coupe les ailes, qui perd son droit de décollage. Et ça, les compagnies l'ont bien compris. Certaines vont jusqu'à demander aux pilotes de payer de leur poche pour voler. Vous avez bien entendu, payer une compagnie aérienne pour avoir le droit de piloter leurs avions sur des vols commerciaux. Une pratique qu'il faut faire disparaître pour les syndicats. Vous vous retrouvez sur une offre qui vous propose d'acquérir de l'expérience, 500 heures de vol, à partir de 39 000 $. Ces annonces qui ont toujours existé prennent désormais beaucoup de place avec la crise. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, c'est un abus. Déjà, c'est une sélection par l'argent. Et quand on a de l'argent, on n'est pas forcément un meilleur pilote. Et puis, j'ai envie que nos enfants puissent accéder à ce métier et qu'il ne faut pas obliger de débourser des fortunes. L'aérien ne devrait pas retrouver son niveau d'avant-crise avant 2024. Alors que faire de ces milliers de commandants de bord en trop sur le marché? En Suisse, une idée a émergé. Faire des pilotes d'avion, des conducteurs de train. Direction Zurich et sa banlieue enneigée pour trouver l'un des tout premiers à avoir sauté le pas. Le dernier avion que j'ai volé, c'est justement celui-là. C'était l'Airbus 330. Nostalgie. Ouais. Pilote au chômage, Carlos Pringui va signer cette semaine dans une compagnie ferroviaire où il conduira des trains après 6 mois de formation. Ça, c'est la nouvelle compagnie. La nouvelle railway. Un changement d'aiguillage qu'il compare à une rupture. C'est comme dans une relation. C'est l'autre partie, il ne veut rien de toi. Donc tu dois prendre ton orgueil et continuer, non? Comme lui, une dizaine d'autres pilotes pourraient sauter le pas avec la bénédiction de leur syndicat. Son porte-parole encourage même les pilotes en CDI à rejoindre le ferroviaire, où il existe une pénurie de conducteurs. Et il ne comprend pas pourquoi sa prise de position pourrait étonner en France. C'est nous qui sommes un peu surpris. En Suisse, il y a eu quelques réactions, mais on n'en a pas parlé aux informations nationales. Pour nous, c'est naturel de travailler avec les compagnies sur ce genre de projet. Et on espère que ça pourra inspirer d'autres pays en Europe. Et pourquoi pas la France? Le syndicat de pilotes français n'a pas donné suite à l'invitation. Il faut dire que les rémunérations dans le ferroviaire ne sont pas tout à fait les mêmes entre nos deux pays. Plus de 8 000 € pour un conducteur de train suisse, presque 3 fois plus qu'à la SNCF. Actuel, le magazine de celles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militants des droits humains ou victimes de discrimination. De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis, chaque semaine, Actuel met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger le monde largement dominé par les hommes. Actuel,
présenté par Virginie Hertz, à voir sur France 24 et france24.com. Regardez la météo en compagnie d'un meuble Camif.fr, fabriqué en France. Moi. Oui, moi. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. Vous avez regardé la météo en compagnie d'un meuble Camif.fr, fabriqué en France. Moi. Oui, moi. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, l'Institut Pasteur annonce qu'il arrête le développement de son principal projet de vaccin contre la Covid-19. Les premiers essais ont montré qu'ils étaient moins efficaces qu'espéré. En France, un troisième confinement est inévitable. Face à la nouvelle donne des variants, l'exécutif est incité à ajouter un cran aux restrictions dès cette semaine. Un conseil de défense sanitaire prévu mercredi autour des maladies marseillaises. Aux États-Unis, les démocrates remettent l'acte d'accusation de Donald Trump au Sénat. C'est l'ouverture du procès de l'ancien président accusé d'incitation à l'insurrection lors des violences capitales. L'Institut Pasteur annonce qu'il arrête le développement de son principal projet de vaccin contre le Covid-19. Les premiers essais ont montré qu'il était moins efficace qu'espéré. Du coup, le laboratoire américain Merck interrompt le travail développé avec le français. Pasteur poursuit néanmoins ses travaux sur d'autres projets de vaccins contre le Covid.
qui sont à un stade préliminaire. Kevin Battista. Nouveau coup dur pour la recherche française. Faute d'efficacité suffisante, l'Institut Pasteur renonce à son principal projet de vaccin anti-Covid. À la suite de résultats intermédiaires d'essais cliniques de phase 1, l'Institut Pasteur arrête le développement de l'un de ses candidats vaccins. Motif de l'abandon du projet basé sur la technique classique du vaccin, une immunité inférieure à celle des malades guéris naturellement et des résultats moins bons que ceux des vaccins déjà autorisés, Pfizer, BioNTech et Moderna, développés eux selon une nouvelle technique. Quand on voit l'efficacité des vaccins ARN messagers, la question de savoir si l'efficacité est suffisante compte tenu de ces nouveaux vaccins, c'est-à-dire si elle passe pas la barre de la comparaison avec ces nouveaux vaccins se pose. Maintenant qu'on a eu ces vaccins à base d'ARN messager en moins d'1 an, on passe la barre très haut. L'Institut Pasteur, qui travaillait avec le groupe pharmaceutique américain Merck, annonce qu'il poursuit ses recherches sur 2 autres candidats vaccins encore au stade préliminaire. L'annonce de l'Institut intervient alors qu'un autre fleuron tricolore, Sanofi, a déjà averti. Son vaccin a pris du retard et il ne sera pas prêt avant la fin de l'année, en cause des résultats là encore moins bons qu'attendus. De son côté, Merck abandonne un autre projet de vaccin et se retire donc de la course. En France, un troisième confinement est inévitable. Face en tout cas à la nouvelle donne des variants, l'exécutif est incité à ajouter un cran de restrictions dès cette semaine. Un conseil de défense sanitaire est prévu mercredi autour d'Emmanuel Macron. On en saura donc un peu plus à partir de mercredi. L'Hexagone durcit en tout cas ses contrôles aux frontières et prend des mesures pour lutter contre la Covid-19 dans les territoires ultramarins. Les tests PCR négatifs sont exigés pour les vols en provenance de la Guyane, de Mayotte ou encore de la Réunion, en raison justement de ces variants qui circulent dans ces régions. La Guyane est confinée les dimanches et Tanagy. Des rues totalement vidées de leurs habitants, comme un air de déjà-vu à Cayenne et ses environs. Circulation quasi à l'arrêt, commerce fermé. Face à la recrudescence de l'épidémie, la Guyane française a décidé de se reconfiner le dimanche. C'est désormais le variant brésilien du Covid-19 qui suscite l'inquiétude dans les territoires d'outre-mer. Les autorités ont renforcé les contrôles aux frontières. Cela vise nos concitoyens qui cherchent à échapper aux mesures de freinage sur notre territoire et qui vont goûter le carnaval autorisé du Suriname ou du Brésil. Un renforcement des mesures sanitaires à La Réunion et à Mayotte également, où sévit le variant sud-africain du virus, réputé plus contagieux. Après la découverte de plusieurs cas de contamination, Mayotte a suspendu ses liaisons maritimes et aériennes. Le préfet de La Réunion a lui instauré un couvre-feu à 18h sur l'île depuis jeudi et songe à présent à un durcissement des restrictions. Il est très possible, et même probable, que je devrais mettre en place les retours, les motifs impérieux dès la semaine prochaine pour les déplacements entre la Réunion et l'Hexagone et la Réunion. Mais certains Réunionnais déplorent le manque de réactivité des autorités. On ne dit pas la vérité, parce que quand ce virus est depuis le 7 janvier, on a vu que cette personne était malade, ils ont fait rentrer cette personne ici, donc on craint pour leur santé. L'Organisation mondiale de la santé a organisé une campagne de tests aux Comores, un archipel situé près de Mayotte, où le variant sud-africain circulerait activement. Le pays balkoïste Marcoute a condamné les heurts accompagnés de pillages qui ont éclaté hier dans plusieurs villes en marge de manifestations contre le couvre-feu en vigueur. Au moins 250 personnes ont été arrêtées dans tout le pays. On écoute le Premier ministre néerlandais. Ce à quoi nous avons assisté n'a rien à voir avec le combat pour la liberté. Nous n'avons pas mis en place toutes ces mesures pour le plaisir. Nous l'avons fait pour vaincre le virus, qui justement nous prive de notre liberté. C'est à cause de ce virus que nous avons dû prendre ces terribles mesures, comme fermer les écoles, imposer un couvre-feu, limiter nos interactions. Et ce n'est qu'en gagnant le combat contre cette épidémie que nous retrouverons notre liberté. Aux États-Unis, les démocrates remettent l'acte de l'accusation de Donald Trump au Sénat. C'est l'ouverture formelle du procès de l'ancien président accusé d'incitation à l'insurrection lors des violences du Capitole. LG. La procédure d'impeachment sera officiellement entre les mains du Sénat. La Chambre des représentants s'apprête à lui transmettre l'acte d'accusation contre Donald Trump, adopté le 13 janvier dernier. Mardi, les sénateurs prêteront serment, devenant ainsi les juges du milliardaire pour la seconde fois en un peu plus d'1 an.
Le camp démocrate espère cette fois le faire condamner pour incitation à l'insurrection pour sa responsabilité dans l'attaque du Capitole le 6 janvier. Tout le monde veut mettre ce chapitre horrible de l'histoire américaine derrière nous. Mais le cacher sous le tapis ne permettra pas de guérir. La seule voie de la guérison, c'est de vraiment rendre des comptes, ce que permettra ce procès. Ce nouveau procès dirigé par le président de la Cour suprême doit démarrer la semaine du 8 février. Les démocrates, avec désormais 50 sièges au Sénat, ont besoin de 17 voix républicaines pour obtenir la majorité des 2 tiers nécessaires à une condamnation. Mais le parti de Donald Trump, très fragilisé depuis les événements du Capitole, ne semble toujours pas prêt à abandonner l'ex-président, qui reste le chef de file du courant populiste majoritaire au sein de son électorat. Ce procès est stupide et contre-productif. Il y a déjà une flamme incandescente dans ce pays, et c'est comme si on prenait de l'essence et qu'on aspergeait ce feu avec. Mitt Romney, seul sénateur républicain à avoir voté contre le président lors de la première procédure l'année dernière, sera sans surprise de nouveau pour une condamnation. D'autres ralliements pourraient désormais en partie dépendre de cet homme, Mitch McConnell, leader républicain du Sénat, qui a dit ne pas savoir encore dans quel sens il va. Et c'est l'arme emblématique de la guerre du Vietnam. L'agent orange qui était déversé sur les forêts, cet herbicide ultra toxique continue de produire ses effets. Environ 6 000 enfants naîtraient chaque année au Vietnam avec des malformations congénitales. Plusieurs groupes agrochimiques comparaissent donc aujourd'hui devant un tribunal français. Sur cet terrain situé à Cu Chi, en banlieue de Ho Chi Minh Ville, la terre paraît comme brûlée. Ici, plus rien ne pousse depuis plus de 50 ans, depuis que l'armée américaine a épandu de l'agent orange lors de la guerre du Vietnam entre 1961 et 1971. Cet exfoliant avait pour but de faire tomber les feuilles des arbres pour débusquer les soldats ennemis. Alors je vois de loin un avion qui passait, au lieu de nous encercler, alors il passait, et il y a comme un nuage qui tombait. Et tout de suite, j'ai reçu comme une sorte de liquide gluante qui me trempait. Et bon, ça me fait tousser beaucoup. Aujourd'hui, âgée de 78 ans, elle espère bien faire condamner les entreprises agrochimiques dont Monsanto et Dow Chemical qui ont fourni l'agent orange à l'armée américaine. Elle les juge responsables des causes. Les épandages ont aussi eu des conséquences sur sa santé. Elle a contracté de tuberculose, a été atteinte d'un cancer et souffre aujourd'hui de diabète. Les ONG estiment que 4 millions de personnes ont ainsi été exposées aux produits, entraînant cancers et malformations sur des générations. Một trong những nguyên nhân đó thì nó có khu vực miền Trung là một cái khu vực ác liệt, bom đạn nhiều, bị rải chất độc da cam. Do đó mà cái tỷ lệ những cái vùng mà những cháu vào đang dị tật, phần lớn chúng tôi xác nhận thấy rằng Bayer, qui a depuis racheté Monsanto, tente de se dédouaner et explique que l'agent orange n'a été fabriqué qu'à des fins exclusivement militaires. Ayant établi les conditions de sa fabrication et déterminé quand, où et comment il a été utilisé, le gouvernement américain est responsable et non les fournisseurs en temps de guerre de son utilisation. Pour Tran Tonga, en revanche, ce sont bien les entreprises qui sont responsables. Elle les accuse d'avoir dupé l'État américain sur la dangerosité de l'agent orange. Cette dioxine est jugée 13 fois plus toxique que les herbicides civils, comme le glyphosate. Tout de suite le débat. Bienvenue dans le débat sur France 24. Le 25 janvier 2011, des milliers d'Égyptiens défilent au Caire, à Alexandrie et dans de nombreuses autres villes. Ils demandent le départ du président Hosni Moubarak au pouvoir depuis 1981. Moubarak dégage, crient les Égyptiens dans la rue. La révolution du 25 janvier est lancée. La place Tahrir en devient le symbole. C'était il y a 10 ans. 10 ans après, les ONG dénoncent la répression du régime du président Abdel Fattah el-Sisi au pouvoir depuis 2014. Le Caire nie et évoque un impératif de stabilité et de lutte antiterroriste. La révolution égyptienne est-elle un échec? Que reste-t-il du printemps arabe? La rite politique est-elle la grande gagnante? Et est-ce finalement la fin de l'histoire pour l'Égypte? On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir en direct de Genève Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Bonjour Hasni Abidi, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Par Skype de Paris, Katia Roux, chargée de plaidoyer liberté chez Amnesty International France. Bonsoir et bienvenue à vous également. Enfin, Virginie Hertz, chroniqueuse internationale, est avec moi sur ce plateau. Merci donc à tous les trois de participer. Avant d'entamer cette discussion, je vous propose de revoir cette révolution égyptienne
en images. C'était donc il y a 10 ans. Elle est l'épicentre du soulèvement populaire égyptien. 25 janvier 2011, la place Tahrir est envahie par des dizaines de milliers de manifestants sous le regard de l'armée. Tous réclament un changement immédiat. Un homme concentre leur colère, c'est Hosni Moubarak au pouvoir depuis 1981. Sous la pression toujours plus forte de la rue, le président égyptien démissionne et quitte le Caire avec sa famille le 11 février. بتمنى في يوم من الايام ان الثوره تقدر تعمل او توصل اللي احنا كنا بننادي بيه يوم 25 يناير 2011. Des élections législatives sont alors organisées. À la surprise générale, les islamistes remportent les 2/3 des sièges de députés, un tournant historique confirmé le 30 juin 2012. Mohamed Morsi, candidat des Frères musulmans, devient le premier président civil du pays élu démocratiquement, quelques semaines seulement après le procès historique d'Hosni Moubarak. Cette brève expérience démocratique s'achève en juillet 2013 par l'arrestation et la destitution de Mohamed Morsi, contesté dans la rue. Un nouveau régime autoritaire se met alors en place à partir de mai 2014, celui d'Abdel Fattah al-Sisi, l'ancien ministre de la Défense élu avec près de 97% des voix. Très vite, une nouvelle constitution renforçant les pouvoirs de l'armée est adoptée par un parlement désormais acquis à sa cause. Renforcé, le président al-Sisi se lance alors dans une féroce répression des voix dissonantes. Des milliers de partisans pro-Morsi sont arrêtés. De nombreux opposants et journalistes connaissent eux aussi le même sort. Des détentions arbitraires selon les ONG qui dénoncent des atteintes aux droits de l'homme. 10 ans après la Révolution, si les aspirations démocratiques ont été reléguées au second plan, la situation économique, elle, est florissante. Selon le FMI, l'Égypte possède, avec 3,6%, le deuxième taux de croissance le plus élevé au monde en 2020. Asli Hamidi, je voudrais commencer avec vous. Vous avez été un témoin de ce printemps arabe. Le slogan des Égyptiens, c'était pain, liberté et justice sociale. Quel bilan faites-vous de cette révolution égyptienne? Est-elle un échec? Heureusement, on est loin du pain, on est loin de la justice et on est surtout loin de la liberté. Aujourd'hui, au nom de la stabilité, les Égyptiens se résignent finalement à vivre sous un régime autoritaire, un régime qui va gouverner l'Égypte jusqu'à 2030. Vous imaginez, est-ce que c'est un échec? Je ne pense pas. Ce n'est pas un échec parce que c'est un processus qui est très long. Certes, le rêve a été brisé. Certes, il y a une régression par rapport même aux années d'avant Moubarak. Mais je pense que ce pouvoir, il a en face à lui une jeunesse qui est déterminée, mais surtout une situation économique, puisque un tiers vit sous le seuil de la pauvreté, et surtout, les Égyptiens ont goûté un petit peu ce goût de liberté, ils vont revenir une autre fois. Une autre fois, quand le rapport de force sera en leur faveur, parce qu'ils étaient un petit peu dans cette entraille entre l'armée et les islamistes, il était très difficile pour la rue égyptienne de gagner le pari. Donc ce n'est que partie remise à un moment de l'histoire égyptienne, selon vous? Absolument. Vous savez que les mouvements révolutionnaires, d'ailleurs, même les processus de transition, on ne peut pas les compter sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, mais ce sont bien sûr des étapes. Aujourd'hui, on assiste malheureusement à l'instauration, je dirais même la restauration d'un régime autoritaire, mais la flamme révolutionnaire, ou juste l'envie, la volonté de changement, l'envie d'un régime ouvert, elle est toujours là. Katia Roux, vous dénoncez dans votre rapport publié à ce jour la torture dans les prisons du maréchal Sissi, qui est devenue la règle, vous dites, c'est le rapport d'Amnesty International. Les militants d'opposition et les frères musulmans sont donc incarcérés dans des conditions terribles. Les témoignages sont d'ailleurs atroces. D'abord, comment les avez-vous réunis, ces témoignages? Alors effectivement, le rapport que nous publions aujourd'hui fait l'objet en fait de plusieurs mois d'enquête, quasiment une année d'enquête pour rassembler effectivement des témoignages auprès d'anciens détenus, auprès de leurs familles, auprès des avocats des détenus. Nous avons aussi accès à des actes médicaux, à des décisions de justice, et puis voilà, beaucoup de littérature en la matière. Et après près d'un an d'enquête, effectivement, nous publions ce rapport avec ces conclusions qui sont absolument effrayantes, à savoir que l'autorité administrative pénitentiaire égyptienne fait preuve d'un mépris sans nom pour la santé, pour le bien-être, pour la vie même des détenus en prison.
inhumaine et cruelle, et pour certains d'entre eux font l'objet de traitements punitifs précisément parce qu'ils se sont mobilisés pour les droits humains. Pourquoi est-ce que justement le régime de Sisi est-il si répressif, Katia Roux? Alors, ce qu'on observe effectivement depuis l'arrivée d'Al-Sisi au pouvoir, c'est une répression sans précédent vis-à-vis des voix dissidentes. Tout est fait pour faire taire, pour réduire au silence ces critiques, ou toutes celles et ceux qui pourraient apparaître comme étant critiques vis-à-vis du pouvoir. Et donc là, le pouvoir va utiliser effectivement des juridictions spéciales antiterroristes pour décrédibiliser ces personnes, pour délégitimer la cause pour laquelle ils et elles se battent, et les faire passer pour des ennemis d'État, pour des terroristes, et justifier donc des arrestations arbitraires, des maintiens en détention arbitraire pendant des mois, voire des années en détention provisoire, tout simplement, effectivement, pour faire taire la critique. Virginie, vous étiez sur place au moment justement de cette place Tahrir, juste avant d'ailleurs la chute de Moubarak. Vous présentez également un magazine Info France 24 qui s'appelle Actuel, un magazine sur les femmes. Les femmes étaient très présentes place Tahrir, on s'en souvient. Quelle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui la femme égyptienne? Est-ce qu'effectivement il y a une régression ou pas? Il n'y a pas forcément d'avancée. C'est vrai que ce qui était frappant sur cette place Tahrir, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes, et ceux qui connaissaient l'Égypte d'avant se disaient comment c'était devenu, parce que finalement les femmes, on le sait en Égypte, se font régulièrement harceler, agresser sexuellement dans le métro, dans les espaces publics, et là il y avait une espèce de concorde. Mais il y a eu aussi, et on rappelle, des viols, des agressions qui ont à l'époque ont été extrêmement médiatisées. Et tout d'un coup, cette question des agressions sexuelles envers les femmes est venue sur la place publique et a commencé à être débattue. Alors, ça reste quand même extrêmement difficile pour une femme de témoigner, mais récemment, il y a eu plusieurs affaires de viols en groupe concernant aussi des jeunes de l'élite égyptienne, des affaires comment dire, une condamnation, alors des condamnations partielles, on n'en est pas encore au bout du processus judiciaire, mais il y a maintenant aussi les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux qui ont joué un rôle extrêmement important il y a 10 ans, qui étaient encore assez minoritaires, c'était surtout des jeunes qui les utilisaient, aujourd'hui c'est beaucoup plus répandu, et donc que ce soit les influenceuses sur TikTok, ou bien ces paroles libérées de façon plus ou moins anonyme, fait qu'on commence à discuter de ces thèmes et que ce n'est plus aussi facile. Maintenant, les condamnations restent quand même extrêmement rares et par exemple, certaines influenceuses sur les réseaux sociaux peuvent se faire arrêter pour, entre guillemets, atteinte aux valeurs familiales, sous prétexte de plusieurs. Donc c'est quand même un peu le terrorisme. Sous prétexte de terrorisme, on va arrêter des militants des droits humains. Sous prétexte d'atteinte aux valeurs familiales, on va arrêter des femmes qui défendent une certaine forme de féminisme. Après, sur la forme, le gouvernement égyptien a été quand même mis sous pression et il y a certaines avancées formelles, on va dire, comme par exemple l'introduction de quotas au Parlement égyptien, où maintenant il y a à peu près 25% de femmes. Il y a aussi une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes officiellement qui a été adoptée. Ça va prendre beaucoup de temps pour que véritablement ça soit. Asli Abidi, la stabilité de la lutte contre le terrorisme. On va voir toujours les raisons invoquées par le pouvoir pour légitimer l'autoritarisme, donc la dictature. Sisi est l'allié des Occidentaux, de la France, des États-Unis, qui n'évoquent pas les droits humains quand il s'agit de vendre des armes ou de coopérer en matière de terrorisme. C'est une question de politique intérieure, ils disent. Est-ce qu'ils auraient les moyens de faire pression sur le régime de Sisi? Bien sûr qu'ils ont les moyens, parce que finalement la révolte des Égyptiens, elle s'inscrit dans les valeurs universelles. Tout au long des 30 dernières années, l'Union européenne, avec son processus de Barcelone et toutes les politiques, la politique du voisinage, ont plaidé, ont appelé à une démocratisation, à l'émergence de la classe moyenne, a aussi à donner plus de rôle. Et quand la jeunesse égyptienne décide de prendre son destin en main, c'est là qu'il n'y a personne en face. Et l'Union européenne ne trouve pas de solution, ne trouve pas de réponse et rate un peu son rendez-vous avec l'histoire des populations méditerranéennes. Il faut rappeler que finalement la révolte égyptienne, elle est contre toutes les formes de domination, pas seulement la domination du régime autoritaire, de la dictature ou du président Moubarak, mais la domination aussi de l'homme contre la femme, du régime patriarcal. Elle est l'émanation d'une population qui veut s'émanciper, qui veut s'affranchir de toutes les tutelles, même les tutelles familiales, même les tutelles politiques et masculines. Et malheureusement, du côté américain, du côté français,
Français, c'est là où regardent les Égyptiens, malheureusement, évidemment, au nom d'abord du conflit israélo-palestinien, et ça c'était la position américaine, on a essayé de ne pas trop bousculer le régime, et évidemment du côté français, du côté européen, au nom de la lutte contre l'islamisme radical, au nom aussi de la lutte contre le terrorisme, au nom en quelque sorte de la stabilité et de la continuité des intérêts économiques, on a fermé les yeux, mais ainsi on a finalement encouragé encore plus l'autoritarisme. Cet autoritarisme va encourager plus de